Au rythme de la maladie, une expérience sonore en 5 temps, orchestrée par des universitaires en master de psychologie clinique. Pour qu'elle soit réalisable, la relation doit nécessairement être pensée comme possible en musicothérapie. Ceci nous conduit à l'idée d'indication. En supposant que les conditions préalables de lieu, de temps, d'indication soient en place, il faut repérer dans le contexte défini les éléments qui nous permettront d'appréhender la suite, car comme le dit le philosophe Xavier Zubini, seul est futur ce qui n'est point encore, mais dont actuellement toutes les possibilités sont déjà données par la réalité. Ce qui n'existe pas encore, et par rapport à quoi n'existe pas davantage ces possibilités concrètes, n'est pas, à proprement parler, futur. ce qui veut dire qu'on ne peut en pratique travailler de la même façon avec tout le monde. Même si sur le plan de la théorie nous pouvons avoir une méthodologie générale, on souligne la nécessité pour le musicothérapeute d'être parfaitement en position d'écoute afin de percevoir ce qui existe potentiellement. Emmanuelle Carrasco, psychologue clinicienne et musicothérapeute, va ainsi nous décrire l'importance de la singularité des sujets dans sa pratique. À l'adolescence, la musique, c'est quand même un art, on va dire, qui est très utilisé par les adolescents. Ils ont un univers musical qui leur est propre, ou en tout cas, au début de l'adolescence, ils commencent à le construire, cet univers, en écoutant des choses que leurs parents n'écoutent pas forcément. Donc il y a un travail de différenciation qui est vraiment important. Hein. Il y a un travail d'appartenance culturelle à un groupe, à une région, à un pays, même s'ils ne se rendent pas compte. Hein. On n'écoute pas le même rap ici qu'aux États-Unis, où justement ils vont revendiquer, ce que le rap a une importance quand même. Ils vont revendiquer d'écouter du rap américain ou je sais pas quoi. Bon. Mais en tout cas, il y a une question identitaire à travers la musique, donc ça c'est à l'adolescence. Dans l'enfance, il y a quelque chose de très ludique. Quand je sors des instruments, souvent les enfants ils sont comme devant une caisse de jouets. C'est-à-dire qu'ils vont avoir envie de manipuler, ils vont avoir envie de... Donc il y a déjà ce support-là, qui n'est pas le même dans l'enfance que dans l'adolescence. Mais ce support-là qui permet la rencontre. Dans chaque rencontre, on est vraiment dans la subjectivité et l'unicité de la rencontre. Après, quand j'ai quelques éléments d'anamnèse, moi je me représente une première séance, je la prépare en me disant tiens, je vais proposer plutôt une musicothérapie active ou réceptive ou les deux donc je prépare quelque chose, mais après je m'adapte aussi à ce que l'enfant comment il réagit, en tout cas dans la pratique, ce que je vois, c'est que pour les adolescents, plus ils vont mal pour créer l'alliance, plus je suis obligée, mais c'est comme ça, d'écouter leur musique. C'est-à-dire que je suis contrainte, mais je veux dire, je l'accepte. Enfin, c'est quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure de ma pratique. Plus les ados vont mal, plus ils sont en incapacité d'écouter ce qui se passe dans leur environnement, donc dans leur environnement musical, ils sont vraiment obligés d'être au plus près d'eux-mêmes, quoi, de ce qu'ils écoutent. Donc on écoute d'abord ce qu'ils écoutent. D'accord. Et c'est souvent comme ça que se construisent les premiers échanges et moins avec les enfants parce qu'ils ont moins cette autonomie d'écoute, ils écoutent davantage qu'écoutent leurs parents, les enfants, et ils n'ont pas toujours quelque chose à en dire. Les enfants de 6-7 ans par exemple. Par contre, ils vont être davantage dans le jeu. Donc quand je suis en musicothérapie active, mais je le répète, il y a plein de séances où je fais les deux, le lien il va se créer dans le jeu. D'accord. Dans le jeu, donc dans la manipulation d'instruments, c'est ça. Soit je laisse l'enfant explorer, il commence à jouer et moi je l'accompagne. Voilà. Soit je propose des rythmes, si l'enfant est assez inhibé, des rythmes simples qu'il doit répéter, puis après c'est lui qui me propose un rythme. Soit on travaille par imitation,
même si c'est pas du rythme, mais essayer différents instruments en bois, en acier, des gros, des petits. Donc la rencontre, elle va passer par là. D'accord. Ou ça peut être pour les patients très très tendus, rapidement par un espace de défoulement. Donc là, je travaille plutôt avec les djembés au sol, où ils sont à califourchon dessus, pour pas qu'il y ait de déséquilibre et toute l'énergie sur les mains. Et là, on va, je les invite à jouer, on est en face à face ou côte à côte, selon si le patient est un peu persécuté par le regard, je fais attention à ces choses-là. Et donc, ça va être un peu un moment pour que le patient expulse ses tensions, quoi. D'accord. Comme aller boxer ou comme aller crier dehors. Voilà. Pour les patients très tendus, qui en plus n'ont pas trop envie de verbaliser, ils sont bien épuisés après, c'est fatigant le djembé. Donc, ça peut être comme ça aussi, un début de séance. Ça dépend vraiment de la pathologie, de l'état psychologique de la personne. Que quand je dis la pathologie, je ne fais pas pareil avec toutes les psychotiques, je ne fais pas pareil avec toutes les anorexiques, je ne fais pas pareil avec tout. Les TSA, voilà. Donc ça dépend évidemment de comment est l'enfant ou l'adolescent. La musicothérapie, tout comme d'autres formes d'art-thérapie, est un bon guide et un excellent stimulant pour explorer l'univers affectif et émotionnel d'un individu, mais aussi pour mobiliser les forces vives qui peuvent favoriser la tâche de reconstruction. Ceci s'illustre dans l'expérience de Ulysse Arago, violoncelliste professionnel. Quand je suis sur scène, je suis comme un comédien sur scène. J'ai un texte, mais mon texte, en fait, il a pas de parole, en fait, c'est extrêmement humain en général. Alors, pour parler, c'est pas que le violoncelle, en général, la musique, c'est des sons et tout ça, mais en fait, c'est des humains qui s'adressent aux humains. Donc, alors, ça peut être de l'émotion, mais ça va un peu plus loin que de la simple émotion. Il y a des idées, il y a de la symbolique, il y a tout plein de choses. Après, on rentre dans l'art. En général, et ça qui est passionnant, c'est pas juste on appuie sur le bouton émotion, mais ça va beaucoup plus loin, c'est ça qui est super intéressant. Les techniques psychomusicales sont un moyen capable non seulement de faire vibrer la gamme des émotions et des sentiments, mais d'induire des expériences pouvant revêtir un caractère privilégié. Nous allons découvrir ces sensations ensemble à travers l'expérience d'Ulysse Arago. Et en fait, c'était la journée de préparation, parce qu'on a un peu préparé, on a une journée, maintenant ils en font 2, je crois, 2 journées de formation pour se préparer. En fait, c'est pour s'assurer que les musiciens se rendent compte que c'est dans un hôpital, donc les gens réagissent comme ça, s'il y a une urgence, il faut pouvoir se pousser, ce machin. Voilà, c'est s'assurer que les gens qui vont en général, ils le savent, mais c'est pour s'assurer que tout se passe comme ça. Et puis ne pas avoir peur d'arriver dans les chambres avec des gens qui sont là, qui ne bougent pas, parce que l'environnement particulier dont on n'a pas l'habitude. Parce que l'hôpital, on oublie qu'on n'a pas affaire à ça, que c'est un endroit que des fois on n'a pas envie de voir. On n'est pas là, c'est pas la vie de tous les jours. Donc c'est la maladie, c'est la mort, c'est plein de choses qu'on rejette un petit peu. Donc là, c'est faire face à ça et le faire oublier aux patients qui le vivent. Donc c'est vraiment un environnement particulier. Et donc la formation, le matin, on était entre nous avec un formateur, et l'après-midi, on a eu une petite heure ou deux où par groupe, on allait dans les chambres, puis on testait en fait, on essayait d'apprendre. Et on était là, fermé dans une chambre, avec une petite mamie qui était branchée de partout, et qui était super contente. Et en fait, on jouait des petites pièces, des petits morceaux, et elle voulait jamais qu'on s'arrête. Et mais continuez. Puis elle avait un truc qui permettait de respirer, une trachéotomie là. Et elle enlevait pour pouvoir parler, puis elle oubliait, ça sonnait de partout, ça bipait, et en fait c'est du coup les personnes qui nous accompagnaient, qui nous aidaient, en fait maintenant c'est souvent comme ça, qui nous aident à dire non mais maintenant il faudrait laisser pour d'autres personnes, et puis nous aident à partir un petit peu, parce qu'on n'ose pas dire non maintenant on ferme les partitions, on se casse. C'est toujours un peu compliqué. L'écoute musicale permet de travailler l'imaginaire, confronter la personne à son vécu émotionnel, à des souvenirs, des émotions. Mais cette écoute vient aussi interpeller le corps de la personne.
Christine Mérienne nous rapporte alors. Alors la harpe, d'abord je l'ai choisie parce que j'ai vu lors d'un concert, donc c'était un enfant qui jouait, mais j'ai été assez fascinée par l'instrument, à la fois sa forme, le son et le fait qu'on touche directement les cordes. Parce qu'il y a assez peu d'instruments comme ça finalement. Le piano, il y a un intermédiaire qui est la touche entre le musicien et les cordes. Le violon, oui, on peut dire qu'on touche les cordes aussi, la guitare aussi, mais sur la harpe, c'est le contact direct avec la note. On ne va pas chercher à fabriquer, elle est là. Et, donc voilà, on tire sur les cordes, on pince les cordes, comme on dit, et le son est produit. Voilà, puis c'est un son très, très cristallin, très transparent, qui, je pense, tout de suite m'a plu. Après, voilà, il se trouve que ma mère écoutait le concerto de Handel pour harpe en boucle quand elle était enceinte, alors peut-être qu'il y a eu une influence. Elle m'a dit ça plus tard, quand j'étais en train de le jouer, justement, ce concerto, en train de le travailler. D'accord. Alors, et ma relation avec l'instrument, pour moi, elle fait vraiment partie de ma vie, et je dirais plus que ça, elle fait partie de mon corps. C'est un prolongement. Je la touche au moins une fois par jour. C'est pas normalement, je devrais même travailler tous les jours, mais quelquefois j'en ai pas l'occasion. Mais si j'ai pas la possibilité de travailler, je m'assois au moins une fois par jour à ma harpe et je joue quelque chose. Elle fait partie de mon schéma corporel. Alors, la harpe, on la prend dans les bras. Donc, on la prend contre soi. On l'embrasse vraiment. On a la caisse de résonance qui est contre les jambes et qui est très proche de la poitrine, du tronc. C'est une partie de l'instrument qui vibre beaucoup puisque c'est la caisse de résonance, c'est là que les sons sont amplifiés. Donc il y a une relation assez charnelle avec les vibrations sonores. C'est tout le corps qui se met en vibration aussi, sans qu'on s'en rende forcément compte, mais il y a quelque chose qui marche comme ça, un échange entre l'instrument et le corps. Après, ça passe aussi naturellement par les oreilles, mais je pense que ça passe vraiment par tout le corps. Ensuite, oui, c'est la façon d'être assis, d'embrasser l'instrument, d'avoir aussi l'oreille assez proche. Quand on est au piano, on a l'instrument, ce qui vibre, ce qui est en face. Là, on a la harpe contre l'oreille droite, pratiquement. Et voilà, donc on est très proche du son. Je sais qu'il y a des ados entre 13 et 16 ans. C'est un moment où l'oreille est un peu plus sensible. Et à cet âge-là, souvent, les élèves se mettent à jouer tout doucement parce que les sons sont trop forts, quoi. Puis c'est des sons très riches en harmonique aussi. Ce qui fait que ça donne beaucoup d'informations en même temps au cerveau. La musicothérapie est un instrument précieux qui dépend de l'usage qu'on en fait. Le patient et le thérapeute sont solidaires dans le maniement plus ou moins judicieux et plus ou moins efficace des instruments. Et dans chaque cas particulier, un ajustement, une adaptation, une programmation sont nécessaires. Nous savons que le sonore est présent dès le début de la vie. Emmanuel Carrasco va nous étayer comment le sonore peut soutenir le développement de l'enfant. En musicothérapie, on ne recherche pas toujours le musical. Par contre, on travaille avec la matière sonore. Mais donc le sonore, c'est présent dès le début de la vie. Je vous le disais, le fœtus, il se construit à partir du sonore. Il y a même des théories, par exemple quelqu'un comme Suzanne Maiello, qui est une psychanalyste italienne, qui a repris les travaux de Bion et qui travaille sur les éléments sonores dans le développement des pathologies autistiques et qui explique très bien comment
l'autiste, le bébé autiste, détecter l'autisme primaire, on va dire. Il y a justement une appétence pour tous les sons réguliers et une non-acceptation des sons irréguliers comme la voix. Donc, bon, voilà. Donc, le sonore, il est là. Et puis après, c'est la question des échanges préverbaux, du babillage, le mamanet, enfin, tout ce qu'on observe dans le monde entier quand les parents gazouillent, interprètent, mettent des mots quand l'enfant... Puis après, c'est justement l'acquisition du langage. Donc, la musique et le son, c'est là dès la naissance. Et ça nous construit, ça construit notre pensée. Il y a plein d'auteurs comme Gols, qui ont travaillé sur ces questions-là, comment le musical construit notre pensée. Et puis, ça nous accompagne toute la vie aussi dans le travail de sublimation. Comment justement on va transformer une pulsion à travers l'art et la musique notamment. Comment on est hyper bien quand on chante dans un chœur, enfin c'est quasiment l'extase. Voilà. Et on retrouve des choses très archaïques du plaisir premier autour de la bouche, notamment, de la phase orale de développement. Et puis, si on va jusqu'au bout de la vie, comment, par exemple, ce qui nous reste dans les derniers moments de vie, souvent, ce sont les choses qu'on a appris du côté sonore, les comptines, les chansons d'enfance. Alors que des malades d'Alzheimer ne reconnaissent plus leur mari, leur femme, leurs enfants. Par contre, ils se souviennent des premières chansons qu'ils ont apprises. Donc cette place de la musique et du sonore, ça soutient... Enfin là, je fais un peu vite, vous m'avez dit en quelques mots, c'est loupé. Mais ouais, je pourrais en parler des heures. Donc ça soutient tout le développement. Le sonore peut aussi accompagner l'adolescence et intervenir dans la construction de l'identité, comme nous allons le constater. Alors sur la construction de l'identité, j'en disais un peu quelque chose tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est comme tout à cet âge-là, ils vont commencer à se différencier de leurs parents et c'est absolument nécessaire. Donc par exemple autour de la musique, ils vont commencer à se construire leur propre univers musical en opposition aux parents ou pas. Mais en tout cas, il y a des musiques qu'on écoute à l'adolescence, qu'on toujours, et quand on étudie même en ethnologie musicale, on va dire, en ethnomusicologie, je cherchais le mot, à cet âge-là de la vie, il y a toujours eu des musiques rebelles, que ce soit le punk, il y a toujours eu des musiques comme ça, spécifiques, que les ados écoutent, en opposition aux parents, mais aussi à la société en général, et ça dit « je vous emmerde, quoi. Vous ne comprenez pas, on ne vous comprend pas », et voilà. Par contre, ça parle de l'identité adolescente qui est importante. Après, au niveau rythmique aussi, ça les soutient beaucoup, enfin la question du rythme... moi, les patients que je vois à l'adolescence, ceux qui vont pas bien du tout, ils peuvent plus tenir un rythme. C'est-à-dire que l'accordage, quelque chose qui fait partie de nous, ça ne tient plus. Donc c'est toute la question du temps qui est désorganisée, de l'avant, maintenant, après, parce que le rythme c'est ça, c'est le temps qui passe et comment c'est organisé, comment on peut le prévoir. Et quand ils vont mieux, ils commencent à récupérer les capacités rythmiques. Donc moi, je vais travailler là-dessus, par exemple, en musicothérapie. C'est quelques exemples. La voix, c'est pareil, à l'adolescence, avec la mue, enfin, les garçons, il y a beaucoup de choses à travailler sur la question de l'identité. Quelle voix ils avaient enfant, quelle voix ils ont là, et quelle voix ils ont envie d'avoir. Et ça travaille aussi sans doute aussi l'estime de soi, bien ou sûr, la confiance en soi. Ouais, tout à fait. Oui. Oui, toutes ces choses-là. C'était Au rythme de la maladie, pour le deuxième podcast du volet du lien des étudiants de master en psychologie clinique à Nantes, avec les voix de Anaï Ducarte-Butel, Salma Zrivil et Anne Ramos-Jiquel. Intervenants Christine Mérienne, Emmanuel Carrasco et Ulysse Arago. Encadrement par Margot Leborgne avec le soutien de l'association Psycli. Et à bientôt pour le prochain podcast sur le volet de la spiritualité.